Alors, cette quatrième session, avec le titre Vers une culture institutionnelle de l'intégrité, ça c'est quelque chose de très important pour nous à l'IRAFPA, puisque souvent les gens se plaignent que malgré les efforts qu'ils font personnellement, individuellement, souvent ils n'ont pas la soutenance des institutions, n'ont pas la soutenance des recteurs. Donc, nous avons dans cette session Patrick Furer de Swiss Universities, qui est Patrick est coordinateur du programme national de la science ouverte, Open Science. Enfin, pas seulement quelque chose qui nous occupe, mais quelque chose qui nous éloigne souvent par rapport à ce qu'on pense des opportunités et des risques de l'open science. Après, nous aurons Sabrina Granger, qui nous rejoint ici personnellement pour la première fois. Merci Sabrina, nous avons quand même établi un contact assez fréquent et Sabrina sera sûrement avec nous dans les prochains événements de l'IRAFPA. Et Sabrina, elle travaille, elle est conservatrice des bibliothèques, rédactrice en chef du bulletin de Bibliothèque de France. C'est, je dois dire par mon expérience que les bibliothécaires sont souvent les référents intégrité informelle. Souvent les étudiants, surtout les doctorants, ils vont plutôt chez les conservatrices de bibliothèques, c'est là qu'ils vont se plaigner souvent. Et donc, c'est très bien que nous puissions avoir Sabrina et son expérience dans les bibliothèques. We will also have Caroline. Caroline was with us in Coimbra meeting last year. So she will present her work. Caroline is professeure adjointe à Grenoble et à Webster University à Genève. Et finalement, nous aurons Susana Magalhães, qui vient du Portugal, chef d'unité pour la conduite responsable de la recherche dans un labo de l'Université de Porto. Donc, Patrick, je vous laisse la parole. On essaiera de faire des interventions courtes pour essayer d'avoir des questions et d'avoir une discussion. Merci beaucoup, Paulo, pour cette introduction. Moi, je vais être le plus succinct possible, puisque ce que je veux vous raconter a déjà été en partie évoqué jusqu'ici. Pour moi, la base de l'intégrité relève dans la science et dans la recherche scientifique de la problématique de la reproductibilité. Et je vous rappelle cet article dans Nature où 1600 chercheurs qui ont publié dans Nature, on leur a posé la question, est-ce que vous pourriez reproduire les données des articles de Nature? 70% ont dit probablement que non, mais le pire dans cette étude, c'est que 50% ont admis qu'ils ne pourraient pas reproduire les résultats de leur propre recherche. Et ça fait écho à ce qu'on a dit dans une session précédente où on a taylorisé le travail scientifique et on devient incapable d'avoir des généralistes de leurs publications scientifiques. On a spécialisé tellement la recherche, on a fragmenté l'espace de publication. En fait, on a pendant des dizaines d'années fait beaucoup d'erreurs dans la manière de publier la science et on est en train, avec Open Science, d'essayer de récupérer le bébé, de se réapproprier les résultats de la recherche, de redonner ces outils aux mains des scientifiques. Avec les éditeurs, il faut qu'on trouve un terrain d'entente parce que cet écosystème, on ne peut pas juste le sacrifier, mais il va évoluer, il évolue très rapidement. Et c'est cet équilibre entre les chercheurs, les institutions. Ici, je fais écho à ce qui se passe en Suisse. Les trois institutions principales qui s'impliquent, c'est le Fonds national, donc c'est notre funding organization, le Fonds national suisse de la recherche scientifique, la conférence des recteurs et l'ensemble des académies
viennent de publier un code de conduite sur l'intégrité scientifique. Ce n'est pas par hasard si l'urgence qui est dans cette communauté est une urgence qui a été reconnue aussi au niveau national en Suisse. Et on a un code qui représente pas mal d'éléments qu'on avait déjà dans l'ALEA, qui est en fait un code qui a déjà été fait au niveau international, mais qui a ses petites particularités suisses avec aussi des aspects très concrets sur les manquements à l'intégrité et les méthodes et les approches pour pallier à ces manquements. Donc là, il y a dans ce code des aspects beaucoup plus concrets de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Donc je vous encourage à le parcourir si dans votre région, ça vous intéresse aussi de voir ce que la Suisse a pondu comme code. C'est un ouvrage intéressant. Voilà, c'est en bref ce que je voulais témoigner aujourd'hui. Et je suis très content d'être dans cette table ronde et d'avoir été invité à cet exercice très important et urgent. Merci Patrick. Alors Sabrina, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. Et en fait, on pourrait se demander un petit peu que viennent faire les bibliothécaires dans cette histoire. On n'est pas déontologue, on n'est pas chercheur. Quel mot peut-on avoir à dire dans cette affaire ? L'idée, c'est qu'en fait, et c'est le titre de cette table ronde, c'est que chaque acteur de la communauté scientifique, académique, a un rôle à jouer. Alors, quel peut être ce rôle pour les bibliothécaires ? Moi, je dirais qu'on peut être des aiguilleurs du ciel en contexte de purgatoire académique. Pas dans le sens où on aurait une vocation à contrôler les départs, les arrivées, mais plutôt dans le sens où on a un rôle à jouer pour guider les pilotes, justement. Parce qu'en fait, ce qui est assez frappant, c'est de voir à quel point le chemin du chercheur de bonne volonté est semé d'embûches. Si on prend quelques exemples, mais je vais faire court. Premier exemple, comment est-ce qu'on fait pour aboutir à un état des lieux de la connaissance assez fidèle à la réalité, compte tenu des biais introduits par la surreprésentation des résultats positifs dans les revues? Première question, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième, alors je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans la réponse là, on n'aurait pas le temps. Deuxième exemple, le cas des normes de citation. On va dire, mais ça, c'est le job du chercheur, c'est la base, sauf que la base, elle s'est considérablement compliquée depuis ces dernières années. Il y a eu une grande diversification des sources à citer. Et par exemple, pour certaines, les standards de citation sont tout récents ou encore pas existants et peu connus. On peut penser au cas du code source. C'est la colonne vertébrale de bon nombre de disciplines scientifiques. Et une action si basique que citer correctement le code source, citer un logiciel, citer des lignes de code, ça relève du sport de haut niveau, encore à l'heure actuelle. Troisième exemple, le suivi des articles rétractés. On en a parlé. Là, moi, je me situe avec une perspective de praticienne de la bibliographie. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut aider en fait les chercheurs à améliorer la traçabilité de ce qu'ils citent? Donc là, en quelques exemples, vous voyez, très concrets, on a quand même une mosaïque qui donne un petit peu le tournis. En tout cas, moi, ça me donne le tournis. Donc, pour résumer, les bibliothécaires peuvent se positionner aux côtés des chercheurs en termes d'apport méthodologique, de sensibilisation aux évolutions de l'édition scientifique. Et puis, le dernier point, peut-être pas le moindre, ils peuvent, comme Paolo le citait en exergue, jouer le rôle en fait de tiers neutre et bienveillant. Alors, ça peut sembler des mots peut-être affadis, mais ce qui était un handicap pour les bibliothécaires est peut-être finalement un avantage. Comme ils sont perçus comme étant à côté, dans le pire des cas, ou au moins de tiers neutres par rapport aux chercheurs, ces acteurs peuvent être plutôt justement à même d'offrir une écoute neutre et des lieux d'échange neutres autour de ce sujet assez inflammable qu'est l'intégrité scientifique. Par contre, en échange, ça veut dire que nous, les professionnels de l'information et de l'édition scientifique, on doit absolument faire changer notre regard et notre approche de l'intégrité et ne pas seulement aborder cette problématique avec une vue techniciste ou se situer sur le plan des outils. L'idée, c'est aussi qu'on prenne en compte l'intégralité des aspects humains qui ont été évoqués pendant tout l'après-midi de l'intégrité scientifique. Merci. Merci Sabrina. Caroline, please. Thank you, Paolo and Michelle, for the opportunity to address you today and for the opportunity to contribute to this wonderful publication. And my piece was about corporate social responsibility of academia. But the 3 points I really want to make today are that
The role of academics and their independence has never been more important than it is today. We are living in a world that is becoming more totalitarian, and the voice of academics, their independence, needs to be preserved. Freedom of inquiry is a human right, and the Special Rapporteur for Freedom of Expression investigated this issue last year and has found that academic freedom is being seriously eroded. The second point I want to make is that the organisation culture in academia is very hierarchical. It's not unlike our military structures or the United Nations structures. And there are great power imbalances in academia. If people are going to speak up and change this culture, they need to have safe complaints mechanisms. And I'm afraid, as we've learned with the military, with the United Nations, we're not there yet with creating safe mechanisms. And why are they not safe? Because they're not independent. There needs to be an independent investigative body so that people with less power are not subject to retaliation. And the final point that I make is that more CEOs were fired in the last 2 years for ethical lapses than in the history of the PricewaterhouseCoopers survey that monitors this. And the question is, what role is academia playing in this erosion of individuals that we're putting out into the world? So I just throw those 3 points out for us to reflect on as we continue our conversation. Okay. Thank you very much. Indeed, Caroline nous a parlé d'une question assez importante du point de vue de la culture institutionnelle, les menaces par rapport à la liberté académique. In your point of view, the main threat of academic freedom, it's the market, it's the open science, it's in your opinion. I think it's a great question, and I think it's contextual. I mean, we heard from our colleagues, Marian and Amelia, earlier today in Romania that the politicians are pushing back on PhDs because politicians have been, their PhDs have been brought into question vis-a-vis their integrity. So sometimes it's government, but also we've had an increase in private sector funding in academia since the 80s in all of our institutions, in the United Nations, in academia, and these funding pressures are very, very real. We saw, for example, we've got the Euro Cup on at the minute, and we saw the way Ronaldo pushed back the Coca-Cola and said agua. And there has been, some serious consequences. Coca-Cola's share price shot down. I think FIFA have had to issue some new regulations. And so I think the pressures are 360 degrees from governments and from the private sector, which is why academics have got to get stronger and more independent. Patrick, pensez-vous que les rapports entre la open science et la liberté académique, on peut le voir clairement. C'est un rapport, c'est-à-dire que la liberté académique, elle est menacée par les politiques d'open science ou elle est poussée par les politiques. Voyez-vous un rapport entre les deux? Question vaste. Cet après-midi, on a entendu des arguments pour, des arguments contre. Moi, je suis un fervent adepte d'open science. Je pense qu'open science, c'est une culture, c'est un changement de paradigme. C'est dans ce changement de culture qu'on va pouvoir avoir cette transparence et cette responsabilité. Si on lit la recommandation de l'UNESCO sur open science, on voit l'impact aussi de quelque chose qu'on a évoqué cet après-midi,
la confiance entre la science et la société. Cette confiance s'est beaucoup érodée. Quand la liberté académique s'est érodée, la confiance s'est érodée aussi. Donc Open Science, c'est en fait un effort de la communauté scientifique en tant que telle d'essayer de récupérer cette confiance. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai envie de le voir positivement, mais je vois bien tous les biais dans l'open access, dans les risques que ça fait porter à la biodiversité. On voit qu'il y a des risques énormes aussi dans l'open science. Il ne faut pas être trop naïf avec ce mouvement. Avant de passer à Susanna, before giving you the world, il y a quelqu'un qui dit ici, qui dit que la grande erreur, c'est de penser que les bibliothèques ne font plus partie de l'avenir des universités, c'est de penser qu'elles font partie du passé, et Google a bien compris que c'est le contraire. On a l'habitude, hein. Bon, ça, voilà, l'intégrité, c'est un sport d'endurance, mais défendre aussi la profession des bibliothécaires, c'est aussi un sport d'endurance, hein. Donc on est rodé, donc voilà, il y a eu la problématique de la documentation numérique, mais bon, c'est vrai qu'au vu des conclusions récentes sur les effets informationnels de la pandémie, sur par exemple l'usage de ces fameuses ressources numériques, on s'aperçoit qu'on a encore, au contraire, plein de travail à mettre sur le métier. Et par rapport aux questions de traçabilité, là aussi, on a un rôle fondamental à jouer, parce que ce qu'on n'aime rien t'en faire, c'est pas dire chut aux gens dans une salle vide, hein, c'est aussi mettre de l'ordre dans le chaos, et puis en fait interconnecter des gisements de données, normaliser des métadonnées, tout ça pourquoi ? Pour que les chercheurs puissent s'y retrouver davantage dans ce maelstrom qu'est devenue l'édition scientifique. Et par rapport à la science ouverte, là aussi, il y a aussi un gros travail de médiateur à faire, puisque c'est une expression qui est extrêmement large, qui englobe des territoires très différents et qui se pose de façon, dans des termes vraiment très contrastés, selon les disciplines. Parce que c'est notamment ce que la philosophe des sciences Leonelli souligne, quand on parle de reproductibilité de la recherche, mais quelle est la ligne d'arrivée ? Elle va varier selon les disciplines. Pour certains, ça va être reproduire un modèle, pour d'autres, ça va être reproduire un objet. C'est très différent. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a un gros problème de lexique, parce que dès qu'on parle de méthodologies ouvertes, tout de suite, les gens se détendent un peu plus que quand on parle de reproductibilité de la recherche. Donc, à ce titre-là, en dehors des problématiques techniques, citationnelles, je pense qu'on a aussi un rôle de médiateur à jouer. Merci Sabrina. Susanna, it's your turn, please. Okay, thank you. I'm sorry, I'm going to speak in English. I understand French very well, but I don't really speak well. And as I'm very, very sensitive to language speaking, if I speak wrongly, I feel very badly, so I'm going to speak in English. Okay, I've been a university teacher for 26 years. And 2 years ago, I changed my career and I started being an integrity officer at a very big biomedical research institute in Portugal. This research institute works in the area of cancer, neurobiology, host invasion and the response of the organism. And at this institute, you have senior researchers working for a long time in these areas, and you have a lot of PhD students, master students, and postdoctoral students. Now, what is very interesting for me during this experience is that for the first time, I could really understand why is it that no matter how many rules and laws and norms you have, things don't work if you don't really open up safe spaces for researchers, younger and senior, to discuss the terms, the concepts, and the procedures. Now, at this institute, what I do is I open up, I've been trying to open up these safe spaces of discussion on the European Code of Conduct for Research Integrity, ALEA, on the Swiss Code of Research Integrity from 2021, which I've been also very interested in, on Portuguese laws and international norms. And what I find very interesting is that there are a lot of terms and concepts that should be really questioned and discussed. For example, what is the meaning of a negative result? What does it mean to be successful or unsuccessful in research? How do you deal with mistakes and errors and failure?
What is the value of an idea? And I really enjoyed your reference to is it plagiarism when a PhD student is working with a supervisor who is the owner of the idea and how do they work with it? But the fact is that in this research institute I'm in, they work in big teams. And when I ask them what is the value of an idea, they always answer with another question. How disruptive is the idea? Because if the idea is not disruptive, then there is no question about whose idea is it. It's only when the idea is disruptive that suddenly the intellectual property becomes a problem. And then what I really find interesting, so there are these, what does it mean to have a negative result, failure and success? What is the value of an idea? And another very interesting thing, I come from bioethics and I come from humanist fields. And when I speak to biomedical researchers, what I find interesting is that the first thing they say is, our science is reproducible, and so we don't have enough space for subjectivity, and in our science there is no subjectivity and there is no interpretation. We are very much focused on evidence. And then when we move on and when we reflect upon it, they suddenly become aware that the protocols and the study designs are based on interpretation. And there is a lot of subjectivity going on, even if they try not to stick to it, because they think that science is only valuable if it is completely objective and completely neutral in terms of interpretation. So what I've been doing, another interesting thing that I would like to say is that to work as an integrity officer, you have to articulate with the library, you have to articulate with the IT, you have to articulate with the project office, because in fact, science integrity, the integrity in research, depends upon this interconnection. You cannot work on your own. And what we do there is that apart from the norms and the principles and the law and the sanctions, it is really important to understand what does it mean in practice, in the lab, what does it mean plagiarism? What does it mean? It is a crime in Portugal, everyone knows, but then what kind of situations do you face that require you to think whether you are plagiarizing or not? So it's only when you go to the practical field and you try to follow the thought of the researchers that you really understand why sometimes the norms don't work as they should, because they don't really meet the needs of the practical situations they are involved in. Another thing that you get to understand are the cognitive, the moral disengagement strategies that researchers and all of us use to disengage from moral obligations. So for example, I do wrong, but everyone does much worse than me. This is common practice. I'm doing this because I need money, and so the ends justify the means. And in order to deconstruct this, you have to listen to them and try to contextualize it in their situation. So to sum up, I really think that law and norms will never be enough. They are very important, and I have to say that I think that in Portugal, I'm talking from my context, there are a lot of institutions that are ethically ill. So there is an ethically ill climate. And when you live in an ethically ill climate, it's very difficult to come up to your ideals. But what we try to do is to focus on reflection, responsibility within this interconnection that they live in, and finally, reciprocity. So the more you reflect and the more you assume your responsibility, the more reciprocal you can be in your research context. Susana, I guess you are experiencing different issues with the older, the senior researchers and the newcomers. Can you tell us something on that? Yeah, it's another thing I want to tell you is that
specific and practical cases that come up to me have been very, very few. So what we listen, we listen in, we know that there are more cases than the ones that come up to the Integrity Office, that reach the Integrity Office, because people are afraid to speak up. So they are afraid of retaliation, they are afraid to speak up. Even though I3S is a very friendly institute. People are the youngest, I guess. Yes, the younger. And not only the youngest, Yeah. even the postdoc people who are already there for a long Precarious. time. Yes. But I will have to say that in terms of authorship, there are a lot of conflicts related, and the conflicts are mainly because people don't communicate. So when the project starts, they don't really set up the responsibilities and what each is going to do. And so when time comes for the paper, it's already too late. Things have already... Another thing is when you are working in a multi-center research project with many people involved, you lose the track of the project. I mean, you know what you are doing, you are focused on your task, but you don't have the idea about the whole project. So you don't really understand why this person is an author and not me, because you don't have an overview of the project. And I think this is because there is lack of communication. In your function, what is more important? The things like documents or mediation? Yeah, it's both. It's mediation. And so mediation, we have channels to report misconduct or questionable practices, but before that we have mediation processes well defined, and so there is a lot of mediation, well, when it is needed, not a lot in terms of percentage, but whenever it is needed. But what I find most interesting is the positive perspective on integrity. So promoting good practices rather than acting only when things have already gone wrong. And I think that promoting good practices is what really counts for researchers, because they are all well-intentioned. It's not that they are not well-intentioned, they are, and they are brilliant researchers as well. So it is both mediation and promoting good practices. So Through reflection. A final question to a quick response for everyone. Une dernière question pour vous. C'est, je me demande si on peut, dans des institutions tellement hétérogènes du point de vue de la composition des individus, du point de vue des intérêts des institutions, si on peut vraiment parler d'une culture institutionnelle de l'intégrité, c'est-à-dire avoir des valeurs communes pour qui réussissent à réunir tout le monde autour des valeurs qui sont vraiment communes et qui arrivent à faire une culture du point de vue de ce qu'on appelle une culture institutionnelle. I don't know if you understood my French. I did. When I start to mix language. So I don't know if someone. Yeah. Just to close the session. Je dirais qu'en fait, mais ça revient en fait à un point qui avait été évoqué lors de la première session, c'est un savant équilibre entre un cadre institutionnel qui doit effectivement envoyer un message à ses ouailles, si on peut dire, enfin aux membres de la communauté académique, mais la difficulté, c'est aussi comment est-ce qu'on intègre ces normes pour les faire siennes et finalement travailler à les intégrer à un niveau plus individuel. Et en fait, je dirais que, pour rebondir aussi sur ce que Paolo disait en ouverture, ça va aussi mobiliser des mécanismes plus informels. Donc ça va être l'équilibre entre les prises de position de l'institution, mais aussi la mobilisation d'acteurs, y compris par des circuits informels. Si je peux répondre à cette question par une petite anecdote. Vous avez entendu de Marie-Avril que la situation entre le juridique et l'académique en France et en Suisse, en France et en Allemagne est très différente. En Suisse, on a vraiment ce problème
culture institutionnelle, en Suisse allemande, on est plutôt tourné vers une culture plus allemande, en Suisse romande plus francophone. Nous, on doit trouver une espèce d'équilibre là au milieu. Et c'est une question de balance, hein. C'est vraiment une question d'équilibre. Je pense que c'est la question de la poser en termes de culture ou de standard dans le milieu académique, c'est quelque chose qui passe pas très bien, en tout cas pas en Suisse. Dans un milieu tellement multiculturel, avec des chercheurs qui viennent de partout dans le monde travailler en Suisse, on est obligé de prendre toutes ces composantes en compréhension. En fait. I think that it is really important to have an ethical climate. It's not really an ethical culture, but an ethical climate in institutions, that you feel that there are principles, norms, and rules that people follow, and you transmit these ideas and these values and these principles to others. But I agree with you, je suis d'accord que it is really important that you balance these values, these principles, these norms. We need individual reflection. Otherwise, it does not really work. I mean, it might be some kind of makeup. It pretends to be very beautiful, but then it cracks down. If you look into, it is not working. So I think there should be a balance between, but it is really important that you feel that the institution has norms and that they stand up to them. I think this is important. And researchers also like to know that there are sanctions when people do things wrong. And sometimes the sanctions are there, but they are not applied. So you know that the sanctions are there, but then there is difficulty in applying them. Because, well, maybe this is not so much, it does not really affect research integrity, it affects the identity of the person. Or maybe this is not so important as something else. So you tend to have a scale of integrity that is subjectively interpreted by who decides. And I think this might be a difficulty. Okay. Caroline, please. Yes, I echo all the colleagues' comments, and just leading on from Susanna's thoughts, academia as an institution still has a distaste for accountability. And ultimately, we are going to be talking about the reputation of the institution. And we saw that with the recent Sorbonne case, that despite winning in the courts, in the newspapers, the Sorbonne remained quiet about this plagiarism case. And until we mobilize civil society around this issue, we're not going to move forward. So academia, like a lot of our older institutions, got to move forward. People got to understand where to report, because they don't know where to report. They have got to see that people are held accountable and that there are consequences, and that there needs to be means to protect those that are retaliated against. And that we haven't had time to talk about today, but it's a whole other conversation. So thank you for the opportunity, Paolo. Okay. I will finish here our session. If you want to put some questions, we will. Tu veux poser une question concrète pour cette session? Oui, c'eût été une question, mais je pense que ça va être un témoignage. Nous avons un cas lourd de médiation à l'IRAFPA. Je vais le faire très bref, et je pense que c'est peut-être Sabrina actuellement qui peut me répondre. C'est une thèse italienne, d'une très bonne université italienne, qui a, grâce à DeepL Translate, utilisé une partie d'une thèse publiée en France, en français, et une partie d'une thèse publiée aux États-Unis. Donc, cette thèse a été publiée, a fait l'objet d'un livre, et le livre a été publié sur petite maison d'édition. Mais le problème, c'est que le recteur de l'université, de la très grande université italienne, a tout de suite dit « Ok, on va bouger ». Ils ne bougeaient pas vraiment, on a monté un dossier. Finalement, ils ont garanti que le livre était retiré de chez eux. Le problème, c'est que là, du coup, la plaignante française n'était pas très heureuse de ça. Elle a dit « Oui, mais le livre se vend et dans toutes les bibliothèques, et notamment la Bibliothèque de France, et il est en bibliothèque. Comment on peut faire enlever un livre ?» Ah, ça, je n'avais jamais eu.
comme question. Et donc ça, c'est une question technique. Et le problème, c'est que c'est greffé là-dessus qu'elle a été regardée et s'apercevoir que la deuxième partie de la thèse était en fait publiée d'une thèse américaine. Donc nous allons devoir écrire de nouveau au recteur de l'université en question pour dire, je crois qu'il faut quand même supprimer le titre de doctorat, sachant qu'en Italie, c'est clair, net et formel. On ne peut pas retirer un titre universitaire, il faut que ce soit au juridique que ça se passe. Donc voilà le genre de problème irrésolu. Désolée pour tous, à mon avis, mais quand même, Sabrina Granger, j'ai une question précise. Que faire quand nous avons toutes les preuves, ça a été reconnu par son université, que ce travail est plagiaire, même si elle a la thèse, et que la thèse est actuellement référencée dans les meilleures bibliothèques? Alors là, il faut me poser une sacrée colle, hein, Michel, parce qu'actuellement, il n'y a pas de processus qui serait l'équivalent en fait, du processus de rétractation d'articles pour les monographies. On n'a pas une espèce de liste où on pourrait tous s'unir pour dire retirons cet ouvrage de nos rayonnages. Et d'un point de vue plus général aussi, on est confronté aux mêmes problématiques, mais du point de vue, on va dire, de fournisseurs de documentation, avec les phénomènes éditoriaux. On a parlé des revues prédatrices un petit peu, il y a des éditeurs prédateurs. C'est très compliqué parce que certains textes de qualité se retrouvent hélas là-dedans, d'autres de mauvaise qualité sont publiés par ces canaux, et il arrive que des bibliothèques achètent ce type d'ouvrage. Alors on a quand même des échanges, notamment via les réseaux de professionnels, pour avoir des points de vigilance, mais actuellement, à ma connaissance du moins, on n'a pas de procédure unifiée qui nous permettrait d'agir en masse pour procéder à ça. Juste un témoignage dans une affaire que j'ai eu à traiter. L'auteur a choisi d'écrire aux bibliothèques, en fait, puisqu'il y avait le jugement avait ordonné de changer l'ouvrage et de citer son nom. En revanche, tous les ouvrages étaient déjà dans des bibliothèques et l'éditeur n'a évidemment pas changé les versions qui étaient dans les ouvrages. Ce n'étaient pas des versions numériques. Donc l'auteur s'est donné la peine en fait, d'écrire aux bibliothèques, à peu près 150 bibliothèques, pour demander les changements. Et les bibliothèques ont effectué les changements avec un jugement. C'est donc double peine pour la victime, en fin de compte. Paul, je te Oui. Merci bien. On termine ici. Oui, on avance. Merci.